Faut-il ou pas être inquiet pour l'économie française? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Siam et membre du Cercle des économistes. Vous redoutez que l'économie tricolore soit étouffée, c'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire qu'on on a une croissance extraordinairement faible et durablement extraordinairement faible. Alors d'où viendrait cet étouffement? Ce n'est pas, ce n'est pas vraiment de la taille des déficits publics ou de la dette publique. C'est vrai, alors on parle que de ça, 6% de déficit public. Oui, mais pas directement. Enfin, le mauvais élève de la zone euro. Voilà. Si vous regardez les taux d'intérêt que paye la France aujourd'hui, le taux d'intérêt à 10 ans, c'est 3,03 ce matin. C'était exactement le même taux d'intérêt avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas d'effet d'étouffement par les taux d'intérêt. Hein. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Et je crois que la hausse des taux d'intérêt sera progressive, va continuer dans le futur, mais il y aura pas, elle restera gérable. Et à nouveau, au total, on ne paye pas plus de taux d'intérêt sur la dette publique de la France aujourd'hui qu'au printemps. Non, le mécanisme d'étouffement, il est de deux ordres. Premièrement, c'est un mécanisme d'incertitude. Les entreprises ont beaucoup d'incertitudes sur la politique économique qui va être menée, sur la durée de vie des gouvernements, sur les partis politiques qui seront au pouvoir dans le futur. Et on sait que l'incertitude, ça conduit les entreprises à investir beaucoup moins. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes montrent aujourd'hui que beaucoup d'entreprises ont révisé à la baisse leur budget d'investissement sur 2025, 2024, 2025 et au-delà. Il y a des proportions de plus de la moitié des entreprises qui déclarent avoir baissé leur budget d'investissement. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'investissement en produits industriels, hein, donc en machines-outils, etc., du troisième trimestre, il a baissé de plus de 1% hein, en volume. Donc on voit déjà dans les chiffres cet effet négatif de l'incertitude sur l'investissement. Donc premier effet. Deuxième effet, les consommateurs épargnent beaucoup. Donc l'incertitude politique, fiscale, etc., pousse à faire de l'épargne de précaution. Donc on a une hausse continuelle du taux d'épargne. Sauf si on a un budget. Si finalement un budget est trouvé par le gouvernement, oui, mais alors ça redonnera un peu de visibilité et donc d'incitation à consommer, à investir. Ouais, et alors, j'ai regardé récemment une littérature qui est très intéressante, qui est la littérature sur l'effet des coalitions. Donc, quand vous avez des gouvernements de coalition, en général, ils ne prennent aucune mesure de réduction du déficit public parce qu'il faut qu'ils plaisent à tous les partis qui sont membres de la coalition. Donc chaque parti qui participe à une coalition a des demandes particulières de politique économique et le gouvernement qui représente tous ces partis fait plaisir à chaque parti. Donc c'est des articles d'Alberto Alesina, hein, qui est très connu, qui fait de l'économie politique aux États-Unis, et qui montre bien que probablement si le gouvernement survit, ça sera en s'alliant ou en ayant un pacte de non-agression avec d'autres, et donc il devra inclure dans son programme les programmes de plein de partis. Et donc du coup, pourquoi ça mène à l'étouffement de l'économie française, tout ça? Et alors, parce que je continue sur le déficit public. Si vous regardez par exemple 6% de déficit public jusqu'à la fin des temps, vous avez un prélèvement sur l'épargne des Français qui est très élevé. Le taux d'épargne des Français, c'est 18%, mais ça inclut l'épargne logement. Hein. En fait, quand vous regardez l'épargne financière des Français, c'est à peu près deux parties, c'est deux moitiés à peu près égales. Une moitié qui finance le déficit public et une moitié qui finance l'économie, hors logement, donc qui finance les entreprises. Plus vous avez de déficit public, plus cette moitié qui finance l'économie est réduite. Hein. Et donc, vous aurez un étouffement parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'épargne disponible pour financer les investissements des entreprises. Donc, d'une part, les entreprises n'auront pas envie d'investir beaucoup tant qu'il y aura de l'incertitude. Et d'autre part, elles disposeront de moins d'épargne puisque l'épargne sera accaparée par le financement de l'État. Hein. Et donc, moi, je pense que ces mécanismes d'incertitude
ces réactions, enfin, le comportement habituel des coalitions et le fait que l'épargne sera essentiellement, enfin, beaucoup dirigée vers le financement du déficit public et pas vers l'investissement des entreprises, vont affaiblir beaucoup le niveau d'investissement dans ce pays. Le taux d'investissement, il est déjà il a baissé depuis 2022, hein, et on investit 3 points de moins que les Américains, par exemple. Et c'est surtout les investissements de nouvelles technologies qui sont affectés, hein. Et donc, ce sont les investissements qui font la croissance future. Donc, conclusion, cette incertitude politique et de politique économique va amener surtout un sous-investissement structurel des entreprises et donc une croissance non seulement à court terme faible, mais une croissance de long terme faible. Et donc, je crois qu'il faut être très prudent sur les estimations de la croissance potentielle de la France, hein. La croissance de long terme, hein, c'est la somme de 3 choses. C'est les gains de productivité. Donc, il n'y a pas de gain de productivité. La productivité a baissé, puis maintenant, elle est plate. C'est la croissance de la population en âge de travailler. Bon, la population en âge de travailler diminue un peu. Et c'est la hausse du taux d'emploi. Si vous ne... Et le pire, ça serait effectivement de faire le taux d'emploi a baissé, surtout le taux d'emploi des 60-64 ans, a monté, pardon, à cause des réformes de retraite successives. Si vous arrêtez ou vous gelez la réforme des retraites, vous allez perdre le seul pilier qui reste pour faire de la croissance potentielle en France, qui est la hausse du taux d'emploi depuis 5 ou 6 ans. Et si vous avez un taux d'emploi qui se stabilise, vous n'aurez plus aucune croissance. Donc pas assez d'investissement, donc pas de redémarrage de la productivité, pas davantage de population en âge de travailler. Et si vous arrêtez la hausse du taux d'emploi avec l'arrêt de la réforme des retraites, croissance zéro jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce scénario qui est un peu un scénario, alors peut-être pas apocalyptique, mais en tout cas qui est une espèce de poison lent, quoi. Il faut de la stabilité politique, de la stabilité fiscale. Quand les chefs d'entreprise entendent parler de hausse d'impôts tous les jours, ils n'ont pas envie d'investir, hein. Il faut redonner des marges de manœuvre aux politiques publiques qui sont importantes. Par exemple, les politiques de soutien de l'innovation. L'autre problème de la France, mais qui est associé à cette grande prudence d'entreprise, c'est que les entreprises ne font pas assez de recherche-développement. Les entreprises françaises font 2 fois moins par rapport à leur valeur ajoutée de recherche-développement que les entreprises américaines. Et puis, il y aurait une réforme majeure qui serait extraordinairement favorable, mais qui est totalement impopulaire du marché du travail à faire, qui est de passer d'une très forte protection de l'emploi à une très forte protection des individus. C'est ce qu'a fait le Danemark, c'est ce qu'a fait la Suède, par exemple. Au Danemark, par exemple, vous pouvez licencier, un employeur peut très très facilement licencier, mais il y a tout un système de requalification, de prise en charge des chômeurs qui ramène extrêmement rapidement à l'emploi. Et donc le marché du travail tourne beaucoup plus et le taux de chômage est extrêmement bas, hein. Et donc c'est très favorable pour les salariés d'avoir non pas une protection des emplois en place, mais une protection de leur qualification, par exemple, par des institutions du marché du travail pertinentes. On peut aussi parler de l'amélioration de la productivité du secteur public aussi. Oui, alors c'est comme un grand sujet en France. On peut parler de la productivité du secteur public, on peut parler du fait qu'on a pratiquement 20% de chômage des jeunes. Je rappelle que le chômage des jeunes, c'est le taux de chômage des jeunes non scolarisés, hein, non dans le système éducatif, alors que les Allemands ont 7% de chômage des jeunes. Si on avait le taux d'emploi des Allemands aussi bien sur les jeunes que sur les plus de 60 ans, on aurait 13% de niveau d'emploi en plus, ce qui correspond à peu près à 10% de produit intérieur brut en plus, et on n'aurait aucun problème de financement. Donc il faut... C'était un peu ça le fond de la politique d'Emmanuel Macron, c'était d'augmenter le taux d'emploi. Oui, mais il a rien fait sur l'éducation. Ouais. Si vous regardez les dernières enquêtes, par exemple l'enquête Teams sur le niveau en sciences des jeunes Français, il est quand même extraordinairement faible, hein. Et puis, mais il a fait une hausse du taux d'emploi uniquement par l'instrument retraite. Il faut aussi faire par l'éducation. Vous savez que la formation permanente ne profite
pratiquement pas aux salariés de plus de 55 ans, ce qui est une énorme erreur. Hein. C'est à cet âge-là qu'il faut former les salariés. Donc il reste à réformer la formation permanente, à réformer les mécanismes de retour au travail des personnes qui perdent leur emploi, et à faire que le système éducatif... Vous savez que l'âge moyen d'entrée, d'obtention d'un emploi stable pour un jeune Français, c'est 27 ans. Hein, et donc on a un taux d'emploi des jeunes qui est anormalement faible. Hein. Tout ça pour éviter ce risque d'étouffement de l'économie française qui nous pend au nez. Oui. Bah, d'autant plus qu'on continuerait à rejeter les réformes du marché du travail, des retraites, etc., qui sont nécessaires. Et d'autant plus que l'épargne, qui est pourtant très abondante, serait phagocytée par le financement de l'État. Allez, merci Patrick. Patrick Artus, conseiller économique de SIAM et membre du Cercle des économistes. Merci.